Eh bien, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai l'honneur d'inviter Jocelyn Morisson, qui est quelqu'un que j'admire beaucoup par son travail, qui est journaliste scientifique. Mais est-ce que c'est possible que tu puisses te présenter, Jocelyn, avant toute chose, toi-même? Bien sûr, oui, merci pour cette invitation. Donc, effectivement, je suis journaliste scientifique. J'ai fait une formation scientifique d'abord, et puis ensuite une formation en journalisme dans le domaine de la science, parce qu'il fallait avoir un cursus scientifique déjà à la base pour faire cette formation-là. Et donc, j'ai commencé à travailler comme journaliste dans le monde de la santé. Pour la presse professionnelle du monde de la santé, donc j'écrivais dans des journaux spécialisés, magazines, pour l'univers de la santé, voilà, médecine, pharmacie, hôpital, industrie pharma, tout ça. Donc, je connais bien ce monde-là. Et j'ai fait donc longtemps des articles dans ce monde-là. Mais en parallèle, j'ai développé un intérêt pour voilà les questions philosophiques, spirituelles qui m'occupent le plus aujourd'hui, hein. Mais j'ai gardé un pied dans le monde de la santé pendant longtemps parce que ça me permettait de voilà de gagner ma vie. Et puis, petit à petit, j'ai eu de plus en plus de travail en fait dans le monde de la spiritualité, en écrivant pour des magazines comme Nouvelle Clé à l'époque, qui n'existe plus. J'ai commencé par Nouvelle Clé, j'ai fait des piges pour VSD hors série sur la thématique des phénomènes inexpliqués, les ovnis, etc. Et puis j'ai travaillé pour le magazine Nexus, et puis Explorer. Et puis voilà, petit à petit, je me suis aussi, j'ai mis un pied dans l'édition comme traducteur et puis comme auteur. Et donc, voilà, j'ai eu de plus en plus de travail dans ce monde-là, ce qui fait que ça m'a permis de lâcher le monde un peu de la santé qui commençait à devenir un peu aussi sclérosé et puis un peu enfin, très inféodé à des puissances financières, etc. Donc, j'ai vu ce monde-là aussi se transformer euh, pour le pire, hein, disons. Et aujourd'hui, je suis aussi rédacteur en chef d'une revue qu'on a créée à Toulouse avec quelques amis qui s'appelle Native Ouais. et qui est une revue trimestrielle donc qu'on peut se procurer à partir du site simplement revue-natif.com et qui est une revue consacrée au peuple racine, peuple autochtone, peuple voilà Première Nation, etc. Peuple indigène du monde entier. Mais on s'intéresse aussi à nos racines à nous. C'est pour ça que j'aime bien dire que c'est dédié au peuple racine et aux racines des peuples, parce qu'on peut avoir des articles aussi sur le chamanisme corse, les druides de Bretagne, et puis les sorciers, et puis voilà, hein, aussi les mystères du Pays Basque. Voilà, donc on ne traite pas que des peuples autochtones d'Amazonie ou de Sibérie. Donc c'est passionnant pour moi parce que comme j'ai pas de formation en anthropologie, j'apprends beaucoup de choses en fait, hein. Mais on parle beaucoup, bien sûr, de chamanisme, on parle beaucoup de spiritualité, parce que ces peuples-là ont une vision du monde qui est très, très imprégnée, bien sûr, de spiritualité. Et on parle aussi beaucoup d'écologie, parce que ça fait partie aussi de leur relation au monde que d'être complètement intégré dans la nature, contrairement à nous, occidentaux, qui nous en sommes coupés. Voilà. Donc ça permet de traiter des thèmes d'aujourd'hui qui sont passionnants et qui se recoupent, quoi, hein. Mhm. Voilà, et donc j'ai écrit une dizaine de bouquins. Enfin, aujourd'hui, j'en suis à 12 ou 13, je crois, plusieurs en collaboration. Et j'ai une dizaine de traductions de l'anglais aussi. Alors, je m'intéressais beaucoup donc aux états modifiés de conscience. En fait, le premier sujet, vraiment, ça a été les expériences de mort imminente. Et puis, donc, tout ce qui est corrélé à ça, les expériences hors du corps, tout ce qu'on appelle voyage astral, etc. Et donc, la transe, c'est pour ça que je m'intéressais quand même au chamanisme via la transe. Donc aussi, bien sûr, les psychédéliques, etc. Et tout ça m'a amené à m'intéresser à la notion d'éveil, effectivement, d'éveil spirituel. Et voilà, ça fait une dizaine d'années que j'ai creusé aussi ce sujet-là, à la fois comme journaliste, comme auteur, mais aussi c'est un vécu personnel, forcément, sinon ça n'aurait pas d'intérêt, quoi. Ça accompagne aussi un chemin de développement que moi j'appelle plutôt transpersonnel. Voilà, donc j'essaye effectivement de faire des ponts un peu entre tout ça, entre science, philosophie, spiritualité. Je continue à me passionner pour la science et ses découvertes, la physique quantique, les neurosciences, etc. Et puis de voir comment justement faire des ponts avec ce que nous disent les enseignements spirituels qui viennent de l'Inde, de l'Asie, etc. Et puis aussi, bien sûr, la philosophie, parce qu'il y a beaucoup de philosophes contemporains qui travaillent sur ces questions-là aussi. Et parmi les anciens aussi, il y a toujours des choses très, très intéressantes à étudier, hein.
Oui, alors, tu as un parcours extraordinaire, énorme. Et justement, tu étais en train de me dire, il n'y a pas plus longtemps que hier, que tu es en train d'écrire un dernier livre sur tout est relié et qui concerne aussi le thème de l'unité. Et moi, j'avais envie de t'interviewer justement sur cette thématique de la nostalgie du paradis perdu, puisque moi, je suis plutôt spécialisée sur la relation amoureuse. Et donc, c'est vrai il y en a beaucoup qui viennent me consulter avec cette problématique de cette nostalgie de l'unité qui va créer ensuite des conséquences énormes sur le fait d'avoir toujours envie de trouver une bonne personne, une âme sœur, une flamme jumelle, la fusion, l'état amoureux éternellement, etc. Donc, j'avais envie que tu me développes un peu ce sujet, en quoi c'est intéressant et important de questionner Mhm. ce thème, mais à partir d'un autre endroit, d'un endroit justement dont tu parlais, l'éveil, les états modifiés de conscience. J'aimerais bien que tu développes un peu, ça m'intéresserait beaucoup. Oui, alors en deux mots, notre prochain livre, effectivement, tout est relié. C'est un livre que j'ai coécrit avec Romuald Le Terrier, qui est mon co-auteur déjà depuis deux livres. Enfin, ça sera le troisième donc. On a fait ce souvenir du futur ensemble qui parlait vraiment des synchronicités et de la façon dont on pouvait comprendre ce phénomène en lien avec la physique moderne aussi, comme des signes peut-être que nous enverrait notre propre futur, notre soi qui est déjà établi dans le futur. Voilà, on a fait une proposition un peu spéculative et audacieuse là-dessus, mais en même temps très pratique parce qu'il y a un protocole, voilà, il y a des ateliers, ça fonctionne, etc. C'est Romuald qui a mis ça au point. Et puis on a fait un deuxième livre sur le même sujet des signes et des synchronicités, mais là en lien avec l'au-delà. Ouais, Donc c'est vraiment centré sur la notion d'au-delà et comment, s'il y a un au-delà, comment est-ce qu'on interagit avec lui, donc comment est-ce qu'il est établi, comment est-ce qu'on peut penser cet au-delà comme étant aussi un au-delà de l'espace et du temps finalement. Et donc, bien sûr, la notion de la nostalgie de l'un, la nostalgie de l'ailleurs, elle est centrale là-dedans parce que nous, notre proposition, c'est de dire que, en fait, c'est notre nature même que de faire un avec tout ce qui existe, quoi. Alors, c'est notre nature profonde, donc ce que des traditions vont appeler l'âme ou l'esprit. Alors il faut faire des distinguos parce que c'est pas la même chose, l'âme et l'esprit. Mais dans le discours moderne contemporain, en fait, ça c'est voilà superposé. On fait un amalgame en fait entre ces deux notions-là, alors que c'est pas du tout la même chose. Et par conséquent, on essaye de réfléchir à la façon dont cette reliance qu'on nous évoque dans tous les grands courants spirituels, elle fonctionne vraiment, comment elle est établie, comment est-ce qu'on la retrouve aussi bien dans la science moderne que dans la philosophie contemporaine aussi, et puis dans les grands courants spirituels. Alors, le fait que on soit relié à tout ça, c'est contre-intuitif parce que nous vivons en tant qu'être incarné et en temps normal comme étant séparés du exact. reste du monde, donc comme étant un individu bien identifié, isolé, en relation bien sûr avec ce qu'il y a autour, mais en étant en quelque sorte voilà, coupé, identifié comme individu dans un corps et coupé du reste de la nature, coupé des autres. C'est ce qu'on appelle l'individualisation, en fait. La modernité nous amène à être individualisés parce que le monde dans lequel on vit nous dit pour être performant, il faut être voilà, meilleur que l'autre, il faut être compétitif et il faut être un individu fort avec un moi, un ego fort. Or, ça, c'est contre nature, justement, parce que notre nature, c'est d'être complètement en reliance avec tout ce qu'il y a autour de nous, à commencer par la nature. Et ça, on le retrouve justement chez les peuples racines. Les peuples racines ne se distinguent pas de la nature dans laquelle ils évoluent, en fait. Ils sont en relation complète avec les plantes, avec les animaux, et y compris dans la dimension invisible, c'est-à-dire qu'ils sont en relation avec l'esprit de ces choses-là, l'esprit des plantes, l'esprit des animaux et aussi l'esprit des ancêtres qui sont là, qui sont omniprésents. Et donc tout ça pour eux ne fait qu'un, c'est une seule et même réalité. C'est pour ça qu'on a parlé de synchronicité aussi dans ce cadre-là, parce que ils ont dans ces peuples-là une espèce de science des signes en fait. La nature leur parle. La nature leur parle en permanence et leur donne des indications sur quelle plante utiliser pour tel usage, pour se soigner ou pour vivre des états de conscience modifiés, ou aller pour chasser des proies, etc. Donc tout ça, pour eux, c'est complètement naturel. Bien sûr, ils ne parlent pas de synchronicité.
ils parlent pas de science non plus, mais c'est quelque chose qui est complètement intégré dans leur vie. Donc l'idée vraiment centrale, c'est que notre nature même, c'est d'être relié à tout ça. Et cette reliance, on la vit dans les états modifiés de conscience, précisément, que sont, alors, ne serait-ce une sortie du corps, sortie de corps, qui peuvent être des expériences assez communes que font beaucoup d'enfants, d'adolescents, de manière spontanée, hein, et qu'on peut aussi après provoquer plus ou moins par des techniques. Et quand on vit une expérience comme ça, et a fortiori dans le cadre d'une expérience dite de mort imminente, c'est-à-dire les gens qui frôlent la mort et qui vivent aussi la sortie de corps, et puis quelque chose qui va encore plus loin que ça, en fait, ces témoins-là nous disent, en fait, je ne faisais plus qu'un avec, Ouais. avec l'endroit où j'étais. Donc, on peut même pas parler d'un endroit où ils se trouvaient parce qu'ils finalement, ils nous disent, j'étais cet endroit, j'étais cette pièce. Alors, donc, s'ils se retrouvent par exemple au plafond dans un bloc opératoire alors qu'ils sont en train d'être opérés, ils nous disent pas, j'étais au plafond en train de regarder la pièce, mais ils disent, j'étais toute la pièce et j'étais à la fois dans les pensées de tous les gens qui étaient là et je ne faisais qu'un avec les objets et il n'y avait Ouais. pas de distance. Il y a plus en fait cette relation, cette distance entre le sujet et l'objet. Et Ouais. c'est pour ça qu'on rejoint la philosophie, parce que la philosophie, la perception, c'est un sujet qui perçoit un objet. Et on s'aperçoit dans ces expériences-là que cette distance, cette distinction entre le sujet et l'objet, elle s'évanouit, elle disparaît. Il Ouais. y a, il y a conscience de quelque chose et il n'y a plus la notion d'un sujet qui observe un objet. L'objet et le sujet se fondent, fusionnent en quelque sorte. Et ça, c'est la non-dualité. C'est ce que les traditions spirituelles d'Inde, d'Asie, dans l'hindouisme, dans le bouddhisme, appellent la non-dualité. Et dont on a aussi, bien sûr, des pendants dans la tradition occidentale, dans le néoplatonisme, etc. Donc, bien sûr, dans les ésotérismes aussi. Bon, on a aussi ces notions-là, même si on ne parle pas directement de non-dualité. Mais en tout cas, c'est la même chose. Et donc ça, c'est vécu dans cet état-là. Donc ça veut dire que, et puis les gens surtout nous disent dans cet état-là, ils disent, j'avais la sensation de rentrer à la maison, finalement, j'avais la sensation de retrouver qui j'étais vraiment. Donc ça veut dire que c'est notre nature profonde, cette reliance, cette façon dont on est relié à l'autre. C'est ce que nous sommes. D'ailleurs, dans l'hindouisme, la phrase qui résume tout l'enseignement des Védas, hein, qui est assez conséquent, c'est toi aussi, tu es cela. Sous-entendu, toi aussi, être relatif, tu es l'absolu. Tu es l'absolu parce que tu as la nature de l'absolu. Donc, il y a plein de métaphores. Voilà, la vague est comme l'océan parce que la vague a la nature de l'océan. On ne peut pas dire où commence la vague, où finit l'océan, etc. Donc tout ça, ça peut être très théorique. Mais là, dans ces expériences d'état modifié de conscience, et y compris sous psychédélique, par exemple, Ouais. c'est vécu. C'est vécu directement comme quelque chose, voilà, qui est incontestable, quoi. Il y a un ressenti profond. Donc c'est pour ça que les gens ont cette nostalgie au fond d'eux de cette unité perdue parce que nos sociétés, et puis après on peut remonter à la genèse, à la chute et tout ça, mais dans nos sociétés, on nous incite à nous distinguer comme individus et à nous singulariser. Et alors après, c'est intéressant justement d'y revenir aussi à la notion d'individu. On pourra en reparler après, mais c'est important aussi de s'assumer comme individu. Donc c'est le paradoxe Et à oui, régler, à résoudre. c'est ça, oui, tu as raison de dire qu'il y a un certain plan qui serait l'absolu et l'unité où on ne serait pas séparés, mais quand même il y a le plan du relatif, c'est-à-dire le plan du moi, de l'individu. On ne peut pas faire comme si c'est juste pas possible d'être scotché dans ce qu'on appelle l'arrière-plan. Ouais, l'arrière-monde. C'est l'absolu. Donc, les deux, même s'ils se joignent, comme tu le dis, après, il y a. Enfin, moi, pour avoir touché l'éveil sous psychédélique, si tu veux, ce que je vois, c'est que très souvent, ce qui va être compliqué pour moi, c'est le voile de l'ego. C'est-à-dire, à un moment donné, OK, revenir à cet état de non-séparation que j'ai compris que ça c'est la vraie réalité, hein. Mhm. Et en même temps, il y a le moi, il y a le personnage, il y a le profil de personnalité qui est là, présent, hein. Et c'est intéressant d'explorer ça. C'est pour ça, oui, que je parle de paradoxe, parce que en spiritualité, il y a beaucoup de paradoxes, hein, dans les koans zen, c'est que ça, hein, c'est que des paradoxes. Donc c'est parce que à chaque fois,
on joue entre le relatif et l'absolu. Et donc, ces pensées-là sont destinées justement à nous déstabiliser et puis aussi à nous faire sortir de la pensée binaire qu'on a héritée, nous, d'Aristote, la logique du tiers exclu, etc. Donc ça, c'est vraiment important d'accepter le paradoxe. Donc oui, on peut très bien se considérer comme l'expression d'une conscience unique, universelle, mais aussi comme un individu singulier avec des particularités. C'est pas du tout incompatible quand on fait l'effort de dépasser en fait cette logique et puis surtout cette rationalité dans laquelle on est englué, voilà, en pensant que c'est indépassable. C'est faux, c'est tout à fait dépassable et c'est dépassable par autre chose que la raison, justement. C'est dépassable par la voix du cœur. C'est pour ça on est amené à parler de l'amour aussi. C'est dépassable par quelque chose qui est de l'ordre de l'intuition, du ressenti, du vécu, et qui n'est plus de l'ordre de la raison et de la réflexion. Mais encore une fois, il n'y a aucune raison d'opposer les deux voies. On a besoin de la raison, on a besoin de la science et de la philosophie aussi. On peut très bien intégrer des informations, des données, et puis vivre les choses ensuite de manière directe et de manière voilà, intuitive, sans que ce soit nécessairement une source de conflit, quoi. Donc, Ouais, euh, donc oui, nous sommes des individus, hein, et puis il n'y a pas de raison de le rejeter, mais nous sommes des individus qui, pour moi, sont tous traversés par la même force originelle, la même conscience universelle. Et cette conscience-là, elle est unique. Et on a des gens qui nous disaient ça, bien sûr dans les courants spirituels, mais aussi chez les scientifiques du début du XXe siècle qui ont découvert la physique quantique. Donc c'est ça qui est intéressant. Les Schrödinger, les Niels Bohr, les Heisenberg, etc., disaient tout ça, il y a une conscience en fait. On est obligé de tenir compte de la conscience dans les expériences de physique, etc., mais en fait le plus simple, c'est de considérer qu'il y a une seule conscience. Et Schrödinger disait la conscience est un singulier qui n'a pas de pluriel. Donc voilà. La question du moi et de l'ego, elle est hyper importante parce que dans certains courants, on nous dit il faut tuer l'ego. ouais, on Et entend. voilà, dans les courants psychédéliques aussi, dans les mouvements psychédéliques, il était question de la dissolution de l'ego, de la mort de l'ego. Mais dans d'autres enseignements, on va nous dire l'ego n'est pas l'ennemi, l'ego ne doit pas être anéanti et il doit simplement être mis à sa juste place. C'est ça. C'est-à-dire qu'il doit être le serviteur et Oui. non le maître. Par exemple, on entend ça, et l'ego doit devenir le serviteur et non le maître. Donc, parfait, voilà, on a besoin d'un ego effectivement pour exister dans le monde. Et si on est aujourd'hui une personne, un être incarné dans la matière, c'est aussi qu'on a quelque chose à y faire. C'est-à-dire que c'est aussi quelque chose qui a du sens. Donc, quand on s'intéresse à la spiritualité et qu'on commence à dire oui, la conscience non duelle et tout ce qui existe, etc., on ne doit pas perdre de vue que on est aussi un individu incarné avec un moi et qu'on doit exister en tant que tel. Donc la difficulté, effectivement, c'est de ne pas vivre que selon le moi. Voilà, mais au sens jungien, de vivre en relation avec le soi, c'est-à-dire que c'est le soi qui doit s'exprimer. Et si le soi s'exprime, eh bien le moi est à sa juste place. Voilà, on peut dire des choses comme ça. Moi, j'aime bien la grille de lecture jungienne. De toute façon, je la Ouais, trouve ouais, ouais. extrêmement riche. Oui, le soi, le moi, je trouve que c'est assez parlant pour tout le monde. Et qu'en est-il? Alors, on va revenir sur le thème de la relation amoureuse, puisque c'est un peu mon sujet, si tu veux. J'aimerais bien que tu fasses le pont avec en général, cette nostalgie du paradis perdu, hein, de l'unité, qui va créer des comportements chez l'individu avec un moi, où on va chercher à s'aimer avec un autre, tu vois, à s'attacher, voire à se surattacher et à vouloir croire en la bonne personne ou toutes des choses comme ça, ou l'état amoureux qui devient des fois très pathologique et très souffrant. Et qu'en est-il pour toi justement de cette question-là et de l'amour, puisque tu me parlais de la voix du cœur tout à l'heure d'ailleurs, hein, Mhm. donc, on me pose souvent cette question, mais au fond, Véronique, c'est quoi l'amour? Donc j'aimerais bien te renvoyer la question. Oui, alors ça, j'aurais pas une définition peut-être à donner. C'est très riche. Mais les gens qui vivent une expérience de mort imminente, par exemple, disent l'amour, c'est l'énergie même de l'univers, en fait. Hein. C'est la source, justement. La source primordiale est amour. Et puis on a ça dans des religions, quand même, qui nous disent Dieu est amour. Bon. C'est complexe. On a chez Platon cette nostalgie aussi de l'autre. On est censé être attiré dans des relations amoureuses parce qu'on recherche son double, en fait. Je sais plus comment Platon. Oui, sa complétude, en fait, on veut être complet, donc on cherche Voilà, sa c'est moitié. ça. On entend des fois ma moitié, tu vois, on entend des choses comme ça. C'est ça, voilà. Voilà, parce que originellement,
l'âme, elle n'est pas genrée, etc. Elle n'est pas sexuée, et puis du coup, on cherche l'autre partie pour se compléter. Bon, euh, en tout cas, il y a une mécompréhension de ce qu'est l'amour quand on est justement dans cette logique de vouloir posséder des choses au même titre qu'on devient un consommateur effréné et là on reste enfermé dans une vision matérialiste où on considère que seule la matière existe et puis il faut consommer, il faut accumuler des biens, il faut acquérir des choses et beaucoup de gens, je pense, se fourvoient dans ce chemin où ils considèrent qu'ils doivent acquérir une personne comme ils feraient l'acquisition d'une voiture ou je sais pas quoi. Donc c'est là forcément ça peut donner que des résultats pathologiques derrière quoi. Ça ne peut que mal tourner. Euh, la difficulté dans la relation amoureuse, c'est d'accepter que l'autre soit aussi entièrement lui-même et que cette relation-là, elle se joue pas uniquement par rapport à soi. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui doit être pensé comme une relation globale où l'autre doit trouver aussi l'épanouissement au même titre que soi, on doit le trouver. Donc, je sais pas, moi, je suis avec la même personne depuis le lycée, si tu veux, donc j'ai pas beaucoup de leçons à donner, mais de fait, ça fonctionne très bien de cette façon-là parce que on est dans un respect total de ce qu'est l'autre. On cherche pas à changer l'autre. C'est ça aussi, c'est une erreur de vouloir changer l'autre, de vouloir le modeler à une sorte d'image idéale qu'on se ferait de ce que doit être une compagne ou un compagnon. C'est perdu d'avance, quoi. Il faut au contraire vouloir que l'autre devienne entièrement lui-même, se réalise, se révèle complètement tel qu'il est, et donc y compris dans la relation, mais aussi en dehors de la relation. Donc, je sais pas, pour moi, c'est tellement évident que je sais même pas comment verbaliser les choses, quoi. Mais ce qui est sûr, c'est que quand on intègre en fait un regard spirituel sur la relation amoureuse, bien sûr, ça prend une toute autre dimension. Et on n'est plus du tout dans une logique de contrôle, de possession, de vouloir que l'autre se conforme à un modèle. Donc, bien sûr, du coup, nécessairement, on rentre dans une relation où on respecte totalement ce qu'est l'autre, avec éventuellement des qualités et des défauts, bien sûr, parce que soi-même, on est ça aussi. On ne peut pas prétendre être exempt de défauts non plus. Donc, il faut accepter l'autre dans toutes ses polarités, etc. J'ai l'impression de dire beaucoup de banalités, en fait, quand je dis ça. Là, tu nous parles presque de l'amour inconditionnel, tu vois, de Ah, pouvoir oui, accepter l'autre dans ça, ses limites, parce qu'on est des êtres limités sur le plan du relatif. c'est Donc, ça. et une question aussi qui est soulevée dans les milieux spirituels, c'est est-ce que l'amour inconditionnel est possible sur le plan du moi, quoi, sur le plan du relatif. Et moi, souvent, je dis, Ouais. ben, il y a une intention, mais comme on est tous limités, même si on a l'intention de ne pas changer l'autre et de ne pas se l'approprier, ça reste quand même compliqué de jouer la carte de l'amour inconditionnel Mais dans la la... clé, c'est ça. C'est effectivement cette formule d'amour inconditionnel qui est hyper importante et j'en ai parlé récemment dans un édito de Natif parce que j'ai traduit l'interview de Don Miguel Ruiz Ah oui, pour le podcast de notre ami Anne Guéquière, Métamorphose. Et Don Miguel Ruiz, c'est lui qui a écrit les quatre accords Toltec. ah ouais, d'accord. Donc, c'est une grande référence pour beaucoup de gens. Et il nous explique que justement, il faut passer de l'amour conditionnel à l'amour inconditionnel. Mais comment? Simplement en désapprenant les façons dont nous avons appris à aimer. Parce que effectivement, l'amour conditionnel, c'est dire je t'aime si toi aussi tu m'aimes, ou si tu m'apportes ceci, ou si tu me fais la cuisine, ou si tu apportes un certain nombre de choses que je souhaite. Donc, on aime très très rarement, effectivement, sans condition. Et puis, même au-delà de l'amour, dans la relation amicale et dans les relations en général, euh, on est toujours dans cette notion d'échange, de conditions. Euh, je te respecte si toi aussi tu me respectes, ou je te respecte si tu m'admires, etc., etc. Il y a toujours quelque chose en retour. Et l'amour inconditionnel, c'est le contraire de ça, mais ce que dit Don Miguel Ruiz, c'est que quand on désapprend tout ce qui est amour conditionnel, l'amour inconditionnel, il se révèle tout seul parce qu'il est notre nature. C'est notre nature véritable, cet amour inconditionnel. Donc on n'a même pas besoin de le chercher ou de faire un effort
quelconque. Et ça rejoint aussi la notion d'éveil. Il n'y a pas d'effort à faire puisque c'est ce que nous sommes. Donc, au contraire, il faut faire tomber tous ces voiles, tous ces filtres qui ont été ajoutés par l'éducation, par le monde dans lequel on vit, l'éducation au sens large, pas seulement la famille, bien sûr, et puis les modèles de société qu'on nous renvoie sans arrêt. Donc, si on arrive à déconstruire tout ça, ce qui est là à la base se révèle tout seul. Donc, il n'y a rien à faire. Et ce qui est là à la base, ce qui se révèle naturellement, c'est l'amour inconditionnel, parce que c'est notre nature même. Et encore une fois, c'est ce que vivent les gens dans les états de conscience modifiés profonds, comme les expériences de mort imminente. Ils ressentent cet amour inconditionnel. Et la plupart des témoins reviennent en disant, j'ai ressenti cette notion d'amour comme quelque chose que je n'avais jamais connu sur Terre et qui n'est même pas comparable à l'amour d'une mère pour son enfant multiplié par 1 million. C'est-à-dire que ça n'a même pas de comparaison. C'est impossible à mettre en mots, etc. C'est au-delà de tout. Donc, ça a du sens quand même si les gens disent ça. Si le ressenti, il a cette puissance-là, c'est quand même quelque chose qu'on peut entendre. Et justement, on doit même pas chercher à le comparer à ce que peut être l'amour terrestre, l'amour qu'on peut avoir pour son partenaire ou pour ses enfants. C'est incomparable, voilà, c'est incommensurable. Donc, moi, ça m'a frappé quand j'ai lu les premiers témoignages de l'expérience de mort imminente, que ces gens-là reviennent en disant, voilà, on est dans un bain d'amour, en fait. Il y a une saturation totale de ce niveau-là émotionnel et sentimental. De toute façon, dans l'expérience de mort imminente, il y a ces trois niveaux qui sont saturés. Le niveau physique est saturé parce que du coup, on s'échappe du corps, on vit dans une autre dimension, on est capable de se déplacer dans l'espace, etc. Au niveau des émotions et des sentiments, on est saturé par ce bain d'amour inconditionnel, amour universel, etc. Et puis au niveau cognitif, on a la sensation d'accéder à la connaissance universelle, à toute l'information contenue dans l'univers. Donc il y a beaucoup de témoins qui nous disent, j'avais accès à toute la connaissance, Ouais. toutes mes questions avaient une réponse immédiate, etc. Et bien sûr, en revenant, ils sont incapables de ramener cette connaissance parce Avec qu'il y a le ici. filtre du cerveau Ouais. qui se met en place. Mais voilà, c'est ça qui est important. Et encore une fois, moi, j'aime bien creuser la philosophie, la science, etc. Mais il faut que ça revienne à des choses simples. La spiritualité. La spiritualité, ça doit être simple pour que ça soit vécu de manière voilà, harmonieuse et que ça soit utile dans la vie. Il faut pas que ça soit des concepts auxquels on doit réfléchir. Ça doit être vécu d'une manière simple. C'est pour ça que là, on redescend au niveau du cœur. C'est le chemin qu'on doit faire de là à là, hein, comme disent certains Ouais. enseignants spirituels. Le seul chemin qu'on doit faire dans sa vie, c'est de passer de là à là. Mais ça n'empêche pas qu'on puisse faire des allers-retours et puis que aussi avec la voix du cœur, encore une fois, on intègre aussi l'information, la raison, le travail de la réflexion. C'est pas pour rien qu'on est doté aussi de cette capacité de raison. Euh, et puis voilà, chez les philosophes grecs, c'était pas incompatible non plus. Mais effectivement, dans le vécu, ça doit être dans la simplicité. Donc, notre nature profonde, c'est ça, c'est cet amour inconditionnel, c'est ce qui nous constitue. C'est peut-être, euh, c'est peut-être même la conscience universelle primordiale qui a cette nature-là, qui est cet amour-là. Donc, autant se conformer à ça. Parce que si on ne se conforme pas à ça, on vit par définition contre nature. Mm. Et de fait, nos sociétés modernes vivent doublement contre nature, à la fois contre la nature qu'on détruit et contre notre nature humaine, qui est Alors, d'être cela. je vais quand même te confronter un peu sur cette question de l'amour inconditionnel que tu défends, qui est notre vraie nature. Mais quelque part, moi, je te fais comme si j'étais le quidam de mes patients qui vient me voir et qui me dit comme ça, mais attends, si moi, je me fais maltraiter ou si je suis avec quelqu'un qui veut vraiment pas s'engager et que je persiste et signe, c'est quand même important que, comme on est dans un monde limité, que je mette des limites. Donc, je peux pas être dans l'amour inconditionnel et aimer quelqu'un qui me pourrit la vie qui répond pas à mes besoins, mais pas assez pour que je puisse y Hmm. rester. Voilà, je vais pas me faire maltraiter. Parce que moi, je pose souvent la question des limites, mettre ses limites à un moment donné pour arrêter et faire cesser la souffrance aussi. Donc, Oui, 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 c'est évident que l'amour inconditionnel, ça ne veut pas dire aimer tout le monde de manière aveugle, et quelles que soient les circonstances de la relation. Bien sûr, s'il y a une relation abusive, s'il y a une relation de violence, si on est avec un pervers narcissique, etc. Euh, il faut pas jouer, il faut pas rentrer dans ce jeu-là en disant je t'aime inconditionnellement, donc tu peux me faire tout ce que tu veux.
L'amour inconditionnel, il doit s'exercer d'abord envers soi-même. C'est ça. Je pense que ça répond à la question. Si on a suffisamment d'estime de soi et d'amour pour soi, justement, on ne se laisse pas abuser, on ne se laisse pas violenter dans des circonstances comme ça, et on sort d'une relation toxique. Donc malheureusement, les gens qui sont dans des relations toxiques, il y a certainement un facteur transgénérationnel, tu dois le savoir, qui est très présent. Je pense que c'est des choses qui sont répétées, qui viennent des parents, des grands-parents, etc. Je pense que ça a été largement étudié. Et donc, il y a des gens qui ont besoin de répéter les schémas. Après aussi, ça peut être des chemins d'incarnation où les gens ont décidé, avant même de venir vivre cette vie, de se confronter à ces épreuves-là, parce qu'ils doivent justement en tirer cette leçon-là. Mais certainement que la leçon qu'ils doivent en tirer, c'est de s'aimer eux-mêmes, de, de développer cet amour de soi, cette estime de soi. Et d'ailleurs, dans les expériences de mort imminente, moi, j'avais fait cette hypothèse-là, que les gens qui vivaient l'expérience de mort imminente, c'était des gens qui avaient en fait besoin de retrouver cet amour, cette estime d'eux-mêmes. Parce que si tu prends deux grands exemples, par exemple, il y a eu l'expérience de mort imminente de Eben Alexander, donc le fameux neurochirurgien qui a écrit La preuve du paradis. Donc c'est moi qui ai traduit ces trois bouquins, donc je connais bien son histoire et je l'ai rencontré à plusieurs reprises aussi dans des conférences. Et Ben Alexander, donc bon, par ailleurs, il est controversé. Voilà, certains n'acceptent pas son témoignage, mais moi je trouve que c'est un très beau témoignage, une belle expérience. Et lui, c'était un enfant abandonné à la naissance. Il a été abandonné quand il était bébé. Il a beaucoup souffert de ça quand il en a eu connaissance étant plus grand. Il a essayé de renouer des liens avec sa famille biologique juste avant son expérience et il a été rejeté à nouveau parce que à ce moment-là, sa famille biologique, en fait, elle vivait elle-même un deuil, justement, d'une sœur à lui, d'une sœur biologique à lui qu'il allait voir dans son expérience, enfin, peu importe, mais en tout cas, il s'est senti doublement rejeté comme ça, abandonné, mal aimé, alors qu'il était dans une famille par ailleurs adoptive très aimante, hein. Et dans son expérience, il a justement pu réparer ça en quelque sorte. C'est-à-dire ressentir ce bain d'amour et ressentir le fait qu'il était digne d'être aimé, digne d'amour et que voilà, il avait été rejeté à cause de circonstances très terrestres. Et on a aussi Anita Moorjani, qui est donc une dame aussi, dont j'ai traduit son deuxième livre, qui a écrit donc Revenu de l'au-delà. Elle a fait donc il y a plusieurs titres parce que c'est sorti en version poche. Revenu guéri de l'au-delà, un truc comme ça. Anita Moorjani, c'est pareil, c'était quelqu'un qui a été élevé dans un contexte très rigoriste d'éducation à l'indienne, même si elle vivait à Hong Kong, mais bon, elle avait des parents indiens, donc mariage arrangé, mariage forcé, etc., etc. Et elle a très mal vécu ça, elle s'est plus ou moins enfuie, enfin, ça a été très dramatique. Et elle se dépréciait constamment. Et elle a déclenché un cancer, un lymphome, qui est allé jusqu'au stade 4. Et à partir de là, elle n'a pas voulu se soigner par les moyens conventionnels. Elle a fait de la médecine traditionnelle chinoise et tout ça. Bon, ça a dégénéré. Elle est devenue très malade. Elle a failli mourir. Au moment de mourir, elle a fait cette expérience de mort imminente dans laquelle elle a eu justement ce bain d'amour régénérateur, etc., qui lui a permis de comprendre qu'elle était digne d'amour. Et donc, je pense que quand on creuse un petit peu les expériences de mort imminente, chez beaucoup de gens, il y a certainement eu une forme de traumatisme. Après, peut-être je fais un amalgame, enfin une généralisation abusive, mais il me semble, parce que j'en ai vu dans d'autres témoignages, que ce sont des gens qui ont pu manquer d'amour à un moment donné, ou en tout cas se sentir mal aimés, rejetés, etc., pour une raison ou pour une autre. Parce que la question, c'est toujours pourquoi est-ce que des gens vivent une EMI et pas d'autres, alors qu'ils sont dans les mêmes circonstances finalement. Ouais. Donc, une des réponses, ça pourrait être ça. Ça pourrait être que ces gens-là ont besoin, pour continuer leur chemin de vie, de comprendre qu'ils sont aimés justement inconditionnellement par cette énergie, cette source d'amour qui est le grand mystère que certains appelleront Dieu et qu'on peut appeler autrement, qu'on peut ne pas appeler du tout si on veut. Mais voilà, c'est cette idée que ces gens-là sont régénérés en fait par ce bain d'amour. Donc j'aime bien, moi, j'aime bien cette idée-là parce que je trouve que c'est cohérent. Oui, c'est cohérent. Puis ensuite, en second temps, effectivement, comme tu l'expliques, de pouvoir s'aimer inconditionnellement pour mettre des limites, pour pas accepter n'importe quoi, pour pas s'attacher de manière complètement possessive et insécure avec de la jalousie. En veux-tu, en voilà. Parce que dans les pathologies de l'amour, tu as l'état amoureux pathologique où les gens que veulent de la fusion, ils veulent jamais lâcher la fusion, ils en veulent ça pour toujours. Tu as la possessivité, la jalousie, tu as la notion d'évitement de la solitude aussi.
qui est vraiment très fort aussi chez les gens qui souffrent de relations amoureuses toxiques. Tout Mhm. tout ça pour éviter cette solitude. Et ça m'intéresse aussi d'avoir ton cheminement sur cette affaire de la solitude existentielle, du vide existentiel, qui fait que les gens partent dans la relation avec beaucoup d'envie de s'approprier quelqu'un et de ne pas perdre quelqu'un. Mhm. Parce que... Encore une fois, c'est basé sur l'ignorance de qui nous sommes vraiment, parce qu'on n'est jamais seul, en fait. Justement, quand on est dans une vraie démarche spirituelle, c'est ce que nous disent aussi, aussi bien les enseignants spirituels que les médiums. En fait, on est entouré de présence, ou les chamans. On est entouré de présence, on est entouré d'esprit. Donc, on peut considérer que c'est de la pensée magique, de l'animisme, je sais pas quoi, mais pour moi, je pense que c'est très concret. Donc, on n'est jamais seul. Donc, si on est capable de s'ouvrir à cette dimension de l'invisible, moi, je me vois très bien vivre en ermite dans une grotte. Peut-être pas, mais bon, peut-être pas dans une grotte, mais j'ai pas peur de la solitude en tout cas. J'aime l'idée de la solitude. Après, je l'ai pas expérimenté vraiment, donc peut-être je me fourvoie aussi. Mais je pense que les gens qui ont peur effectivement d'être seuls, c'est que ils se vivent comme étant un individu isolé, Oui, perdu. séparé. Séparé, séparé de la source. Et Mhm. ça, c'est. Parce que c'est ça ce paradoxe qui est complexe. C'est à la fois si j'arrête d'avoir peur de la solitude et de ne pas me perdre dans des relations qui ne sont pas saines pour moi, ça veut dire que je peux gérer cette solitude, mais de manière déjà choisie, mais de pas en être là, subi et de ne pas être dans quelque chose d'effrayant, en fait. C'est Mhm. ça le truc. Et donc, quand tu dis comme ça. Oui, mais se sentir relié, par exemple, à l'invisible, à tout ce qui nous relie, puisque ton bouquin, c'est tout est relié, hein. Donc, de se Ouais. sentir relié, même dans cet état de séparation, je pense que pour beaucoup, c'est compliqué. C'est compliqué parce que c'est pas immédiat et puis encore une fois, nos sociétés modernes ne valorisent pas ça. Ça a été au contraire rejeté. Nous, on parle des chamanismes, par exemple dans Native. On sait très bien que dans nos mondes à nous, les sorcières, elles ont été persécutées, brûlées, etc. Et donc il y a une grande responsabilité des religions, notamment de la religion catholique. Il faut dire les choses, même s'ils ont fait déjà amende honorable par rapport à certains abus. Il y avait cette volonté d'imposer une vision spirituelle du monde qui était incompatible avec ça, avec cette notion de présence des esprits et puis de relation directe en fait avec cet invisible. Donc on a perdu ça, mais beaucoup de gens y reviennent justement parce que c'est un appel naturel. Et ils le ressentent et ils le vivent dans des expériences spontanées. Donc, on peut pas lutter contre ça. Si c'est vraiment ce que nous sommes, si c'est vraiment notre nature profonde, ça revient d'une manière ou d'une autre. Ça revient à travers des rêves, ça revient à travers des expériences de synchronicité, ça revient à travers des expériences de contact médiumnique qu'on peut avoir avec les défunts, etc. Donc, c'est impossible de lutter contre ça. Et au contraire, il faut accepter ça. Et moi, je pense que de plus en plus de gens aujourd'hui sont prêts à accepter cette réalité de la présence de l'invisible. Et en même temps, encore une fois, la difficulté, c'est de ne pas s'y perdre et de ne pas vouloir y être en permanence. Parce que si nous sommes ici-bas, c'est pour une bonne raison aussi. Euh, donc oui, je sais plus exactement à quoi je réagissais quand je dis ça. La question de la solitude et d'un Solitude. attachement excessif, si tu veux, pas toxique. Et la question que je te posais, c'était en quoi le fait d'aller vers l'éveil permet de cesser radicalement d'être en prise avec une solitude effrayante, en fait. Mhm. Oui, oui, bah, l'éveil, c'est la prise de conscience que nous sommes reliés complètement, que tout ne fait qu'un, et que notre conscience individuelle, elle est l'expression d'une seule et même conscience, qui est en fait tout ce qui existe, qui représente l'univers, si on veut aller jusque-là. Donc, on peut pas se sentir seul dans ce cadre-là, nécessairement. Euh, mais ce qui est intéressant, par exemple, on a un philosophe contemporain anglais qui s'appelle Tim Freke, que j'aime bien parce que lui, il était dans la non-dualité radicale en disant, voilà, nous ne faisons qu'un avec le monde, il y a pas de distinction entre moi et le monde, etc. Je suis le monde, je suis la conscience universelle. Et Ouais. il est revenu à une notion d'individuation
au sens de Jung aussi, en poussant un petit peu la réflexion, il a développé un concept qu'il appelle l'unividuation. D'accord. L'unividuation, c'est le fait de se savoir complètement relié, complètement voilà, en connexion avec une conscience universelle, et en même temps d'être un individu qui a qui a son angle de vue en fait sur le monde, qui a son propre regard Ouais. et ses singularités, ses idiosyncrasies, comme on dit, etc. Et que ça a du sens et que les deux sont complètement compatibles et doivent être conciliés pour pour être épanouis, pour vivre de manière fonctionnelle dans le monde, parce que sinon, c'est sûr que l'éveil aussi, ça peut renvoyer à l'image qu'on a de l'ermite, justement, dans sa grotte, qui ne Et- fait rien, qui n'agit pas dans le monde, qui est absent du monde, qui s'isole, qui s'extrait du monde. Or, l'époque qu'on vit aujourd'hui, on voit bien qu'on a besoin d'être présent dans le monde pour le changer, en tout cas à son échelle. Il faut être présent, il faut être actif dans le monde. On peut être, voilà, éveillé, intéressé par la spiritualité et en même temps travailler, être mère de famille et être actif dans la société à travers, je sais pas, le monde associatif ou n'importe quoi. C'est pas du tout incompatible, au contraire. Et d'ailleurs, les enseignants contemporains du XXe siècle, en tout cas de la non-dualité, ils disaient qu'il fallait agir dans le monde. Des gens ouais. comme Ramesh Balsekar, c'est un enseignant qui vient de l'affiliation Nisargadatta Maharaj et tout ça, il disait qu'il fallait être actif dans le monde, il fallait être présent dans le monde. Et puis, bien sûr, on a les enseignements de Krishnamurti, on a les exemples de Gandhi, des gens comme ça. Donc, il faut être présent, il faut être actif dans le monde présent, transformer le monde à par ces valeurs-là, en assumant le fait d'être un individu. Ouais. Et une question, une association qui me venait comme ça, c'est quid de la question du libre arbitre, qui est une grande question. Si je suis un être singulier qui doit agir dans le monde à partir de l'endroit de l'unité, ok, alors quel est mon libre arbitre là-dedans? Enfin, est-ce que j'ai du choix, pas du choix? Est-ce que je suis au contrôle? Est-ce qu'il y a un agissant personnel ou pas? Qu'est-ce que tu en penses? C'est une question complexe parce que Celle-là, ouais. c'est une question philosophique. Moi, j'avais écrit un article là-dessus dans Inexploré, donc je m'étais un peu penché sur la question. Euh, il faut distinguer le niveau relatif et absolu, encore une fois. Au niveau relatif, on a, je pense, un libre arbitre, on peut faire des choix, on a une capacité à faire des choix à chaque instant. C'est-à-dire qu'on peut, par exemple, choisir de faire un sourire à son voisin le matin quand on le voit, de l'autre côté du portail, ou on peut lui faire la gueule et puis ne même pas le regarder, ne pas dire bonjour. Et ça oriente sa journée. Et en fait, à chaque instant, on a des choix à faire comme ça. À chaque instant, on choisit l'attitude qu'on a. Bon, là, on est capable de choisir. Bien sûr, on est aussi conditionné par l'état d'humeur, l'état d'esprit dans lequel on se trouve, parce qu'on peut avoir des problèmes, etc. Bien sûr, tout ça, ça joue. Mais on est capable de faire des choix, on est capable de s'élever au-dessus de ces conditionnements-là. Mais au niveau de l'absolu, on ne peut pas choisir parce que on est, encore une fois, ce que nous sommes, c'est quelque chose de plus grand que nous. Ce que nous sommes fondamentalement, notre nature profonde, c'est cette source-là, qui est un grand mystère. Et nous sommes cela. Et ça, on peut pas choisir de le changer. On n'a pas de moyen de contrôle là-dessus. Donc, de ce point de vue-là, du point de vue de l'absolu, on n'a pas de libre arbitre. On est agi. On est agi, quelque chose agit à travers nous. Et Ouais. là, si on accepte cette idée-là, la meilleure façon de vivre, c'est de lâcher prise et de se laisser traverser par ça, se laisser traverser par ça en acceptant que c'est une force plus grande que nous, plus voilà, qui est aussi omnisciente et qui est aussi une source d'amour, etc., etc. Si on accepte de se laisser traverser par ça, eh bien, on va agir conformément à notre meilleure nature, justement. On va agir conformément à notre meilleur chemin. Donc, c'est la bonne chose à faire. Mm. Voilà, mais en étant conscient de ça, en étant conscient que effectivement au niveau relatif, dans la matérialité, on a quand même possibilité de faire des choix. Et on doit se maîtriser par rapport à des relations qu'on peut avoir avec d'autres adultes, avec des enfants, etc. Parce que c'est une question aussi très importante de la façon dont on élève ses enfants. Mais la question du libre arbitre, pour moi, elle se joue à ces deux niveaux-là, quoi. Il y a un niveau où on a un libre arbitre, mais qui est relatif, et puis au niveau absolu, il n'y a pas de libre arbitre du tout, c'est une illusion totale. D'accord. Mais ce n'est pas une mauvaise chose, une mauvaise chose.
Et est-ce que ça allège, parce que c'est surtout la question de la souffrance, comment ça peut alléger notre souffrance, en quoi ça peut nous aider à être moins dans le relatif, si tu veux, à souffrir parce que beaucoup viennent vers moi en me disant, est-ce que je fais le bon choix? Je n'ai pas dû faire le bon choix, je devrais faire le bon choix. C'est la question du choix, qui se prennent la tête là-dessus. Donc, comment s'aider soi-même, je dirais, en comprenant ce paradoxe du relatif et du relatif et d'absolu. Bah, la notion du choix, elle se fait à chaque instant, donc ça sert à rien de regretter d'avoir fait des mauvais choix, dans la mesure où ici et maintenant, on peut faire un autre choix. Donc on est toujours dans le présent. De toute façon, la question du temps, c'est aussi une grande question scientifique et philosophique. C'est certainement une illusion, en fait, hein, le temps, au même titre que l'espace, finalement. Mais nous, on est soumis à cette sensation-là, la flèche du temps, etc. Donc à chaque instant, ça c'est le pouvoir du moment présent, hein, le pouvoir du moment présent chez Eckhart Tolle, c'est ça, c'est l'Advaita Vedanta. Pour les nuls, entre guillemets, vraiment, avec tout le respect que j'ai pour ce bouquin que j'ai beaucoup aimé, moi, personnellement. Pouvoir du moment présent, c'est très, très juste. Et ça permet de comprendre que justement le choix qu'on a fait autrefois et qui était peut-être pas le bon, et ben, on peut le rattraper en changeant son attitude maintenant. Et pour moi, la meilleure façon, le meilleur choix à faire maintenant, c'est d'abandonner toutes sortes de contrôles, quoi. Alors là aussi, ça peut être mal compris, mais en se laissant traverser par cette force qui est plus grande que nous, qui est forcément euh, la force bienveillante, la force créatrice, etc., qui est à l'origine du monde, eh bien, si on se laisse traverser par ça, on va forcément faire les choses de la meilleure façon possible, si on accepte ça. Donc, ça procède vraiment d'une acceptation et d'un lâcher-prise pour moi. Un lâcher-prise. C'est-à-dire que, voilà, à tout moment, par exemple, moi, quand je suis en conférence et que je sais plus quoi dire, je fais une pause et je laisse venir. C'est l'inspiration. D'autres vont dire c'est mon ange. D'autres vont dire c'est mon ange qui me parle, qui parle à travers moi, qui me suggère des choses. Bon, pourquoi pas? C'est tout ça, ça peut être compris comme des métaphores aussi. Mais moi, je sais que je vis les choses comme ça et que j'ai cette sensation-là que quelque chose s'exprime à travers moi. Donc après, moi, je le formule avec, encore une fois, ma personnalité, ma capacité à maîtriser certains mots, certaines notions, mais ça parle à travers moi. Je le vis vraiment comme ça. Oui, c'est pareil un peu pour l'intuition ou l'inspiration, l'intuition. Euh, Bon, mais en tout cas, ce que j'observe pour ma part, c'est vrai que le fait de revenir à l'ici et maintenant, comme tu parlais du pouvoir du moment présent, ou à être plus conscient qu'on est relié à tout, etc., enfin, d'être plus en lien avec l'invisible et l'absolu et l'unité, ben ça m'amène d'être plus dans le flow. Tu sais, on parle du flow, du flux, c'est ça, et du coup, il y a euh, quelque chose de plus intense qui apparaît au niveau des formes et comme une fluidité, une forme d'harmonie un peu simple de la vie qui se concrétise comme ça. Je me prends moins la tête avec plein de pensées, du c'est mental ça, et c'est ça. des histoires que je me raconte sur plein de trucs qui Ouais. servent à rien. Et du coup, il y a de l'énergie disponible dans mon disque dur pour fonctionner en fait de manière plus simple. Ouais, parce que l'énergie, elle est pas. Oui, l'énergie, elle vient d'ailleurs. Elle est dans le disque dur, elle s'accumule dans le disque dur, mais elle vient vraiment de l'extérieur. Elle vient d'ailleurs. Bon, après, il n'y a pas d'intérieur et d'extérieur dans cette vision des choses. Mais le flow, ouais, ça c'est une notion très intéressante. Moi, je fais des sports, je fais beaucoup de sports enfin du ski. Hein, j'en ai fait beaucoup. Donc le flow, ça existe beaucoup dans les sports de montagne. Mais on a une notion très proche dans les arts martiaux en fait. Moi, je pratique beaucoup les arts martiaux aussi. J'ai une passion pour ça. Et il y a cette notion qu'à un moment donné, il n'y a plus du tout de réflexion, il n'y a plus du tout d'intervention de la pensée pour des mouvements qui doivent être justes et qui s'approchent d'une perfection quand on se laisse traverser justement par cette énergie-là. Et là, quand on est dans le flow. Et ça a été décrit dans beaucoup de sports extrêmes, notamment, où justement, à un moment donné, en plus, il y a un tel danger hein, dans les sports extrêmes que la personne lâche complètement le truc et finalement, les gestes vont se faire de manière parfaite sans que la réflexion n'intervienne du tout, quoi. Donc, ça prouve bien que d'un seul coup, il y a cette espèce de flot, d'océan d'information qui est autour de nous, autour du corps, qui agit à travers nous, qui agit le corps, qui bouge le corps de la meilleure façon qui soit. Et là, on atteint un niveau de perfection du mouvement. Et dans les arts martiaux, il y a beaucoup ça, la recherche de s'approcher d'une forme de perfection du mouvement. Mais on a ça aussi dans la musique,
Il se Dans trouve la que partie. je suis aussi passionné de musique, musicien amateur, et donc il y a ça aussi dans la musique, l'improvisation, le jazz, etc. C'est connu qu'à un moment donné, le musicien, en s'abandonnant complètement à quelque chose, il transcende, là Oui, c'est le mot important, il transcende la notion de technique pour exprimer quelque chose, voilà, qui vient d'ailleurs, quoi. tout à Dans le fait. jazz, on appelle ça la note bleue. C'est quelque chose qui est très, qui est reconnu, qui est partagé par tous les musiciens. Je pense qu'on a la même chose même dans la musique classique aussi. Mais bon, c'est peut-être plus propre à la musique d'improvisation. Mais voilà, ça revient toujours à ça, à se laisser traverser par quelque chose de plus grand que soi, qui nécessairement va mieux faire les choses que nous, on le ferait en étant simplement dans notre tunnel du mental ou et de l'ego. Qui veut contrôler. Oui, je l'ai aussi dans la danse, hein, quand le danseur devient la danse et qu'il y a des états de Oui, grâce aussi dans la transcendance bien ou des sûr. choses comme ça, tu l'as aussi. Alors, tu sais qu'on a un chapitre dans notre livre Tout est relié qui sortira en février 2023. On a un chapitre sur justement une forme de danse japonaise qui est dérivée de l'aïkido. Donc là, on est dans la jonction entre les arts martiaux et la danse et le mouvement. Et tu as une danse dont j'ai oublié le nom, qui est une danse traditionnelle japonaise qui a été fondée par un disciple de Ueshiba, qui est le grand maître fondateur de l'aïkido. Et cette danse, elle est justement quelque chose qui permet d'accéder à une forme de transcendance où on s'échappe carrément du temps. Parce que la danse, si tu passes le film d'un danseur au ralenti, en avant ou en arrière, tu fais pas la différence. Tu ne sais pas, en fait, si le danseur va en avance dans le temps ou en arrière dans le temps. Tu vois ce que je veux dire? Dire que tu passes le film à l'envers et le mouvement est le même. Donc il y a cette volonté justement de transcender la notion de temps, la flèche du temps. Et donc bien sûr, oui, dans la danse, c'est évident, la danse, le mouvement, l'art martial, tout ça, c'est la même chose, hein. Ouais. Et c'est génial ce que tu racontes là. Juste par rapport à justement cette histoire de flèche du temps, je vais juste en prendre quelques minutes là-dessus parce que ça vraiment ça me passionne de comment tu as développé ça avec cette histoire de nos choix du futur. C'est comme si notre futur détermine notre présent qui détermine notre passé. Alors ça m'interroge beaucoup parce que j'ai pas tellement entendu développer là-dessus. C'est assez nouveau pour moi, donc je voudrais que tu m'en dises un peu plus là-dessus. Je serais curieuse. Bah, l'idée de base, c'est que le temps est déployé. Donc en fait, la réalité telle qu'on l'aperçoit, espace et notion de temps, c'est une illusion. Donc ça, on le retrouve aussi, bien sûr, dans l'hindouisme, hein, ça, c'est la base. C'est la Maya. C'est ce que l'hindouisme appelle la Maya, c'est l'illusion des apparences. Donc, s'il y a illusion des apparences, ça veut dire qu'il y a quelque chose derrière ça. Et là, pour le coup, il y a plein de philosophes, Schopenhauer, machin, Spinoza, qui ont développé cette notion que d'un côté, il y a le monde des phénomènes, tel que le monde tel qu'il nous apparaît, et le monde tel qu'il est. Et le monde tel qu'il est, c'est derrière, c'est un arrière-monde. C'est quelque chose qui est derrière les apparences. Et ce monde derrière les apparences, lui, il n'est pas soumis à l'espace et au temps. C'est-à-dire que là, les notions d'espace et de temps sont caduques, en fait. C'est pour ça que dans les états modifiés de conscience, on se déplace instantanément dans des espaces. On peut aller très très loin, très très vite. Et puis, le temps aussi est inexistant. Et on a ça aussi dans l'expérience psychédélique. Il y a absence d'écoulement du temps. Donc là, on accède il y a des degrés, il y a des paliers, je pense, mais on accède peut-être à des premiers paliers de ce qui est cet arrière-monde dans lequel les notions d'espace et de temps n'ont tout simplement pas cours. Donc, si on accède à ça, ça veut dire que nous y sommes encore une fois reliés et que peut-être, donc, l'hypothèse qu'on peut faire avec Jung, c'est qu'il y a une partie de nous-mêmes, de ce que nous sommes en tant qu'individu, qui est établie dans cet arrière-monde. Une partie de nous-mêmes, donc, que Jung appelle le soi, est déjà là, dans quelque chose qui est au-delà de l'espace et du temps. Par conséquent, ce soi, il peut se manifester à nous sur notre ligne d'incarnation, notre ligne de temps, aussi bien dans le passé, dans le présent que dans le futur, puisque lui, il est hors du temps. Donc, en étant hors du temps, il peut se manifester à n'importe quel endroit de cette flèche du temps. Donc, l'idée qu'on a développée dans ce souvenir du futur et qui est appuyée par des recherches, des réflexions en physique, notamment en physique quantique. Bon, mais il faut pas non plus faire dire à la physique quantique trop et plus que ce qu'elle ne dit. Ça, c'est une difficulté, c'est un risque aussi. Donc, l'idée qu'on a développée, c'est que les synchronicités sont des messages que nous envoie notre futur moi, voilà, à partir d'une communication avec le soi. Donc, le soi veut que nous allions sur un certain chemin parce que c'est notre
meilleur chemin pour nous développer, pour nous épanouir, pour devenir la personne que nous voulions devenir peut-être avant l'incarnation, qui sait, parce qu'on dit qu'on fait ce choix aussi, on s'incarne pour venir faire certaines choses, vivre certaines épreuves, etc. Donc disons, si on a un chemin d'incarnation, on a un meilleur chemin, on a un chemin qui est meilleur que les autres. Et donc le temps est déjà déployé dans le sens où à chaque instant, on a plusieurs futurs qui sont déjà là, potentiellement, dont certains sont plus probables que d'autres, et notre futur le plus probable, il est déjà en partie matérialisé, il est déjà en partie cristallisé. Donc, l'idée, c'est que les signes qu'on va recevoir nous attirent comme un attracteur, nous attirent sur ce meilleur chemin, sur le chemin qui est le meilleur pour nous. Voilà, donc l'hypothèse de se souvenir du futur, c'est ça, c'est que les synchronicités sont des signes que nous Ouais. envoie notre futur, notre moi du futur, notre meilleur futur, pour nous guider vers ce chemin-là qui est le bon chemin pour nous. Et si on se perd, si on oublie, si on ne tient pas compte de ce message et qu'on part sur un autre chemin, eh bien, on va à nouveau être rappelé plus tard pour retrouver ce chemin-là comme un GPS, en fait. Exactement Ouais. la métaphore du GPS qui est employée par Philippe Guillemant, qui est un physicien donc avec qui aussi j'ai travaillé là-dessus. L'image du GPS, elle fonctionne très bien parce que le GPS, il nous indique un chemin, le meilleur chemin pour aller vers une destination, mais on peut ne pas suivre le chemin, prendre une autre route, et à nouveau, le GPS va nous rappeler la destination qu'on a choisie et nous faire bifurquer pour retrouver une autre route pour aller vers cette destination tout de même dès l'instant où on a rentré une destination. Donc la destination représenterait le choix ou le meilleur chemin d'incarnation pour nous, etc. Donc c'est lié à des notions de choix, de lâcher prise, de choses comme ça dont on a parlé aussi, de là où on veut aller, poser des intentions dans le futur pour voilà, se visualiser dans le futur, dans 10 ans, en bonne santé, en vivant en harmonie avec tout le monde, ou je ne sais pas quoi. Et puis, on projette comme ça un futur qui a la potentialité, a la capacité de nous attirer vers lui. C'est cette idée-là que ce futur-là va agir comme un attracteur pour nous amener à lui. Donc on peut le considérer comme une espèce de métaphore, etc. Mais en fait, on peut jouer avec ce phénomène-là à l'échelle comme ça de quelques jours, quelques semaines, pour voir si on est capable de créer des synchronicités. C'est ce que Romuald a proposé dans ce Souvenir du futur avec un protocole. Il en a fait des ateliers et il en a fait un jeu qui s'appelle Synchronicity, qui fonctionne très bien, qui est un jeu de plateau donc jeu de plateau, hein, mais sauf qu'il n'y a pas de plateau, en fait, le plateau, c'est l'endroit où on se trouve. Et on joue avec les synchronicités, les signes qui sont dans l'environnement où on se trouve, en fait, en tirant des cartes, etc. Donc c'est très amusant, ça fonctionne très bien, les gens sont stupéfaits, quoi. Parce que on s'aperçoit que justement, il y a ce dialogue, cette interaction permanente entre nous et puis ce qui se trouve autour de nous, quoi. Et il y a des petits jeux de l'invisible. Alors, certains y verront l'intervention de guides, d'autres d'anges, etc. Et nous, on essaye justement de se passer, entre guillemets, de ces entités surnaturelles pour dire non, c'est notre soi. C'est notre soi qui est établi hors du temps et qui est notre guide. C'est lui qui est notre guide. Donc c'est nous-mêmes, en fait, c'est notre âme. Le soi, au sens jungien, c'est l'âme. Et l'atman, hindou, hein, pour ceux qui connaissent, c'est Ouais. plus proche de la notion d'atman, en fait. Et l'atman, dans l'hindouisme, c'est l'absolu aussi. L'Atman, c'est le relatif, mais Atman est Brahman. Donc, le relatif est l'absolu. Donc, ça rejoint ce qu'on disait au début sur l'éveil, la non-dualité. Donc, l'Atman, c'est notre âme, c'est notre être supérieur, si on veut. Et c'est ça qui nous guide. C'est notre guide, c'est ça, c'est ce vers quoi nous allons. Voilà, voilà comment on peut, comment j'essaye de comprendre les choses, parce que la notion de temps, bien sûr, intuitivement, on y est soumis, quoi nécessairement. Oui, c'est sûr. Euh, juste, là, après, je vais arrêter parce que sinon, on peut parler pendant des heures comme ça. C'est tellement passionnant ce que tu nous dis. Euh, L'influence de nos pensées sur la matière, tu vois, par exemple, tu dis le phénomène de synchronicité, est-ce qu'on vérifie pas nos croyances? Si tu crois à quelque chose, d'un coup, euh, presque on est projeté pour réaliser nos croyances. C'est quand même pas rien, ça, cette affaire de la puissance de nos pensées sur la matière. Non, qu'en penses-tu? Tu veux Parce que dire qu'on peut s'illusionner, c'est ça?
Ben, moi, c'est un doute que j'ai, tu vois, c'est mon côté sceptique qui est bon, ok, Hmm, mais quid de notre influence mhm. sur, tu vois, de nos pensées sur la matière, quoi. Tellement c'est fort, nos pensées, c'est incroyable. C'est très sain comme interrogation et c'est très sain d'avoir ce doute jusqu'à un certain point pour moi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, alors il faut douter effectivement parce que beaucoup de gens justement vont prendre toutes sortes de signes pour des synchronicités alors que ce n'est pas le cas. Je veux dire moi, si j'ai un cœur de mousse dans mon café, bon, ça va me faire sourire, mais je vais pas forcément prendre ça comme un signe de l'au-delà ou je ne sais quoi. Il faut se méfier, oui, il faut se méfier d'une surinterprétation. Mais voir des signes partout, c'est la même erreur pour moi que de n'en voir nulle part. Ouais. C'est comme les miracles. C'est ce que disait Einstein, soit on peut considérer que tout est miracle, soit que rien n'est miracle. Bon, mais avec les signes, il faut faire preuve de discernement. C'est pour ça que ça doit être à la fois une voix du cœur, d'intuition, d'ouverture à l'invisible, mais aussi un travail de la raison. Ben Sinon, oui. sinon on peut se perdre. Ouais. Donc, le propre de la synchronicité, pardon, c'est qu'elle va nous, nous donner une sensation plus intense que d'habitude. C'est ce qui va permettre de l'authentifier en quelque sorte. C'est-à-dire que ça va être tellement fort, tellement incongru, tellement inattendu que on va dire là oui, il s'est passé quelque chose. Et surtout, il va y avoir souvent une forme de répétition. C'est-à-dire que le signe va revenir comme un écho. On Ouais. parle d'une tectonique de la conscience avec Romuald. Donc il y a cette notion que la synchronicité, elle va se produire un peu aussi en cascade, quoi, qu'il va y avoir plusieurs manifestations du même signe pour nous conforter nous conforter dans l'idée que effectivement c'est véritablement une guidance. D'accord. Donc, donc oui, c'est un travail de chaque instant aussi pour faire preuve de discernement et ne pas prendre n'importe quoi pour un signe. Ouais. Parce que bien sûr, notre regard sur le monde fait qu'on va vouloir aussi on va vouloir que des choses autour de nous nous parlent, que l'univers nous parle, etc., etc. Donc on peut se perdre, hein. Se Ah perdre. oui, ça peut être tout et n'importe quoi après. C'est le monde des bisounours, des fois. Oui, oui, c'est vrai, c'est un peu excessif. C'est pour ça que c'est important que tu fasses la part des choses, quand même, je préfère. Bon, bah écoute, merci infiniment pour tout ce que tu nous as exposé. Je rappelle ton livre qui va sortir quand, ton dernier livre, là Alors, tout est relié, donc c'est avec Romuald Le Terrier, hein, comme ce sera notre troisième livre, il sort en février 2023. On peut le précommander, j'ai vu qu'il était déjà en précommande sur la Fnac. Alors, il n'y a pas encore de visuel, la couverture, elle est presque prête, elle est très belle, mais c'est février 2023. Et puis sinon, on retrouve toute ta bibliographie, pas ta biographie, et ta biographie aussi sur... tu as écrit déjà 13 livres, donc c'est déjà ce que tu disais, c'est ça? Oui, Euh, donc, il y a de quoi faire. oui, oui, mon dernier livre, c'est sur les sortir du corps. Euh, c'est celui-ci, Ah ouais, expérience hors du corps, ouais, super. Expérience hors du corps. Voilà, donc j'explore les rêves lucides, les voyages astraux, les paralysies du sommeil. Et puis on a ce souvenir du futur en version illustrée. Ah, super, ça, je vais me l'acheter celui-là. Donc Ça ça m'intéresse. c'est génial parce que c'est ludique aussi. Ouais, ouais, Voilà. c'est ludique, ouais, ça a l'air sympa. C'est pas une version BD, c'est une version illustrée du texte d'origine qu'on a un peu remanié. Et voilà, donc ça permet d'avoir un niveau de lecture aussi un peu sympa. Super. Super. Bah, écoute, merci infiniment, hein, Jocelyn, pour tout ça. Et puis franchement, Native, on a besoin de soutien. Ah oui, Native, c'est ah une oui. belle revue. Il faut aller sur revue-native.com. On a une campagne de dons actuellement en cours. Il faut s'abonner ou bien acheter la revue à l'unité, mais il faut vraiment passer par le site parce qu'on n'est pas en kiosque. On est disponible uniquement sur le site internet de la revue. Merci, j'en profite. Bah oui, t'as bien raison. Merci pour tout, c'est super intéressant. Bah, merci encore et puis ben, à Merci à bientôt. toi. Je t'en prie.